Bonjour. On pourrait appeler ce webinaire les bases essentielles pour comprendre la perversion narcissique. On en a déjà parlé, on en parle un peu partout sur Internet, beaucoup sur YouTube, et j'avoue que ce que j'entends sur YouTube et qui m'est adressé par mes consultants ou consultantes me met parfois vraiment en colère. Il faut qu'on arrête de rapporter n'importe quoi aux victimes. Il faudrait que les personnes, certaines sont très honnêtes, mais la majorité cesse de gagner de l'argent sur le malheur des autres. Trop, trop, trop de prétendus psy, coachs, etc. font un tableau de la perversion narcissique qui dit dès le départ très clairement que ces personnes ne sont pas guéries de la relation qu'elles ont vécue et qu'elles sont en colère. Qu'est-ce que la perversion narcissique? La perversion narcissique, c'est une maladie mentale, c'est un trouble du développement psychique, psychologique, un trouble qui naît très tôt dans l'enfance, qui se développe et qui va donner une personnalité incapable de reconnaître l'autre, incapable de donner de l'importance à l'autre, incapable de savoir ce qu'est le sentiment. On ne naît pas PN, on devient PN. On le devient parce qu'on naît et qu'on grandit dans un climat où il y a déjà une personne PN. Pour qu'il y ait une personne PN, il faut, dans son enfance, qu'il y ait, et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le psychiatre qui a défini ce trouble, le docteur Racamier. C'est ces critères qu'il faut prendre en compte pour définir le trouble pervers narcissique et pas une foison d'arguments plus ou moins sortis du chapeau de je ne sais qui. Le docteur Racamier dit bien que dans l'enfance du pervers narcissique, il y a un contexte soit incestuel, soit incestueux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un parent qui ne va pas permettre à l'enfant d'avoir une véritable identité, qui ne va pas lui permettre d'atteindre la sensation qu'il existe tout seul et dans l'attouchement, les gestes qui ne sont pas destinés aux enfants, qui ne sont pas sexuels, mais qui ont quand même une connotation. La mère qui lave beaucoup trop longtemps son fils, le père qui dort avec sa fille, qui prend son bain de nuit avec. Dans toute cette attitude incestuelle, puisqu'il y a une notion d'inceste, on empêche la personnalité propre de l'enfant d'émerger. On l'empêche de se sentir une personne à part entière. Il n'est qu'une extension, un jouet et une extension de son parent. Là commence le risque du trouble. La non-reconnaissance de cet enfant comme un individu. Il y a les parents PN qui sont extrêmement protecteurs. Les parents PN, enfin le parent PN, parfois il y en a deux, mais un ça suffit, qui va considérer son enfant comme sa poupée, son bien, l'aduler, l'adorer, la tripatouiller, mais elle lui appartient. C'est son objet. Il y a le parent PN qui va traiter l'enfant comme un objet de rejet, qui va vraiment ne pas lui permettre de se sentir une valeur. C'est aussi l'empêcher d'accéder à sa personnalité. Alors cet enfant va grandir en n'ayant pas atteint le sens de ce qu'on appelle l'altérité de l'autre. En général, vers 3 ans, l'enfant passe du stade du bébé avec sa frustration et sa pulsion, le brave bébé qui veut son biberon, qui adore maman. Et si maman est en retard sur son biberon, le bébé hurle quand même. Et là, il n'y a plus de maman adorée. Hein. À un stade où vers 2-3 ans, quand il acquiert la parole, quand il acquiert la marche, il commence à agir, interagir avec l'autre. Il envoie quelque chose, un signal, on lui répond un signal. Il sent qu'il peut explorer le monde, qu'il peut exister, qu'il peut être. Et en faisant ça, il découvre la relation à l'autre. Dans le cas du pervers narcissique, cet accès-là lui est, par le comportement du parent, fermé. Alors il grandit sans trop savoir ce qu'il est, sans trop savoir ce qu'il peut faire,
perdu dans les contradictions familiales et sans pouvoir ressentir l'embryon d'une personnalité propre. Il apprend très très petit à jouer et déjouer les attitudes parentales, c'est-à-dire qu'il apprend à répondre à la manipulation parentale par la manipulation. Il apprend à détecter tous les signes que lui envoie le parent ou que met le parent pour savoir si là ça va être bon ou pas bon et comment il faut se comporter. On en fait un véritable profiler d'une enfance. On en fait quelqu'un qui est capable d'étudier l'autre dans les moindres signes de son langage corporel, de ses attitudes, de ses rapports, qui apprend très très vite à décoder tout, qui apprend très très vite à analyser l'autre, à trouver la faille de l'autre, puisqu'il essaie en permanence de rentrer en contact réel et profond, comme tout enfant, avec ce parent pour qui il n'est rien. Alors il faut bien qu'il apprenne à trouver la petite faille qui va permettre que le parent accède à son souhait d'enfant éventuellement. Et là, il devient un génie. Mais l'autre, ça n'existe toujours pas. Il aura des camarades de classe petits, auxquels il restera généralement attaché toute sa vie, s'il peut, parce qu'à ce moment-là, cela lui donne une importance, le reconnaissent, lui donne une forme de valeur. À l'adolescence, dans les troubles de l'adolescence, la personne PN commence à vaciller. C'est souvent la personne taciturne, bizarre, différente, parfois attirante pour ça, dont on ne sait pas trop ce qu'elle est, ce qu'il pense, et qui se referme petit à petit. Le trouble PN se met en place et est en place au début de l'âge adulte, vers la vingtaine. C'est là que la personnalité PN commence à être remarquable et donc peut être remarquée. Quand on devient adulte, parce qu'au moment où on devient adulte, on sort de l'enfance. Et normalement, qu'est-ce qui reste autour de nous? Les autres. Mais la personne PN est toujours attachée, comme l'enfant par le cordon ombilical, à ce parent mortifère, ce parent dont il est l'objet. Il n'a jamais créé de véritable relation à l'autre, et en rentrant dans l'âge adulte, il ne peut toujours pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, parce qu'il a appris aussi dans l'adolescence, à se fondre dans le paysage, à ressembler aux autres, à trouver quelqu'un qui sera le prince charmant, la princesse charmante, qui lui ouvrira la porte de ce monde auquel il n'a pas accès. Bien sûr, c'est un rêve. Et c'est un rêve auquel il n'accède jamais. Parce qu'il n'a pas les clés pour y accéder. Alors, qu'est-ce qu'on fait le plaindre? Non, on ne peut pas le plaindre. C'est cela son trouble psychiatrique. Ça s'appelle une psychose. Dans la psychose, la personne se crée un monde pour supporter l'insupportable de son enfance, parce que vous pouvez imaginer ce genre d'enfance, c'est pas vraiment l'enfance la plus heureuse que l'on puisse avoir sur Terre. Même si vous avez un PN qui vous dit « Oh, ma mère m'adorait, ma mère me passait tout », creusez un peu, vous verrez que la relation à la mère n'était pas si épanouie que ça. Elle lui passait tout, mais elle lui interdisait tout aussi, en passant. Donc, cette personne-là, ce rêve-là, elle se le crée dans sa tête. Elle voit ce qu'on appelle la victime, qui en général semble forte, a elle-même eu un chemin difficile, elle-même sortie d'épreuves, a réussi en apparence à les surmonter, est joyeuse et aimée des autres, et sociable, a toutes les qualités que la personne PN n'a pas, et qu'elle joue à voir. La personnalité PN joue une comédie en permanence, la comédie de la normalité, sembler un être humain comme les autres, alors qu'à l'intérieur, elle se sent vide, rien, qu'elle n'existe pas, et je ne fais que citer les personnes PN. C'est en quelque sorte un monstre, une monstruosité. Mais c'est ainsi. Alors dans son monde de folie, puisqu'il s'agit d'une folie, elle va donner un rôle à cette future victime. Elle va lui donner un rôle de sauveur, parce que en étant avec sa victime, elle va en absorber les qualités, elle va forcément devenir comme elle. N'oubliez jamais que vous êtes dans un trouble psychiatrique. Le PN s'invente un monde dans lequel vous n'êtes qu'un élément, un objet, un outil, un élément du décor. Vous n'êtes qu'un élément de son monde. L'autre n'existe pas. Vous n'existez pas réellement en tant qu'être humain. Vous souffrez soit, mais quand vous souffrez, votre souffrance n'apporte rien en PN. Tout ce qu'elle lui apporte,
c'est le fait de se sentir puissant, puisque pouvoir faire souffrir l'autre, c'est être puissant. Donc quelque part, c'est exister. Il y a des gens pour qui c'est rendre l'autre heureux. Parfois, le PN est content de vous rendre heureux, surtout dans la phase de séduction. Il est capable de vous faire rire, donc il existe. C'est strictement la même chose. Mais alors, pourquoi la chute? Parce que suite à cette première phase dans son monde imaginaire, où la personne PN, le PN, on va parler aux deux, homme-femme, c'est pareil, s'imagine que vous allez être l'outil qui va lui permettre d'accéder au monde normal, standard des autres, donc quelque part à s'extraire de la folie. Très rapidement, cette folie se heurte aux parois de son monde, se heurte à l'impossibilité et à l'incapacité de réaliser ce rêve bizarre, cette lubie, ce fantasme de devenir vous, et la frustration, la fameuse frustration dans laquelle il est resté bloqué comme le bébé qui n'a pas son biberon, remonte. La colère remonte, la haine remonte. C'est à ce moment-là que le PN vous déteste, parce que vous le renvoyez à sa souffrance intérieure. Vous lui envoyez un miroir dans lequel Narcisse se regarde et ne voit plus rien. Narcisse regardait dans le miroir, puisque ça se trouve le narcissique, et vous voyez vous, et allez devenir vous. Voilà, j'ai trouvé un visage, dit Narcisse, je vais devenir cette personne. Et puis non, où se trouve le Narcisse ne devient rien. C'est insupportable. Alors ce qui va sur Narcisse, petit à petit, c'est obligé de vous détruire. Parce qu'à chaque fois que vous lui renvoyez cette image de vous, vous lui renvoyez ce qu'il n'est pas, vous lui renvoyez son vide. Il reste attiré par ce rêve, par ce fantasme de devenir cette personne. Mais en même temps, c'est insupportable. L'opération de destruction commence. Et si elle mène un jour à votre mort par suicide, PN ne sera pas coupable. Dans son monde imaginaire, fantasmatique, dans sa psychose, il vous éliminera, c'est tout. C'est très résumé. Le trouble pervers narcissique, c'est ça. Alors, on me parle des borderline. Est-ce qu'il est PN ou PN? Est-ce qu'il est borderline? Il y a une différence. Il y a énormément de ressemblances. La manipulation, le jeu de la séduction, l'attitude froide, indifférente à l'autre, incapable de créer une relation à l'autre, elle est là. Le borderline peut être plus passionné, peut éprouver davantage de sentiments, mais est tout aussi destructeur dans son procédé. Le borderline peut éprouver du sentiment par rapport au PN, mais passera lui d'abord, en premier, parce qu'il est à la recherche du droit à l'existence. Le PN cherche simplement ce qu'il est, il n'a même pas le droit à l'existence, il cherche à être un être humain. Le borderline cherche le droit à être existé par lui-même. Légèrement. Mais le borderline est quelqu'un de violent. Violent physiquement, en plus de violent verbalement. La personnalité borderline, c'est quelqu'un qui ne pense pas un instant à ce que l'ordre judiciaire pourrait lui faire s'il dépasse la loi. Et il va la dépasser. Alors que la personnalité PN est bloquée par l'autorité, ne craint l'autorité et essaye au maximum de ne pas avoir affaire à l'autorité légale ou judiciaire qui la renvoie à l'autorité parentale. Le borderline, lui, va se heurter à cette autorité, comme il essayait de se heurter à l'autorité parentale pour avoir une réponse qui lui disait « tu existes ». Le PN ne cherche même pas la réponse. Quand on me dit « mais alors si les borderline, c'est différent, il n'est pas dangereux aussi », il est plus rapidement dangereux parce qu'étant violent, il y a beaucoup de décès de victimes de borderline. Décès sous les coups, décès sous la violence. Il y en a beaucoup moins avec les PN, mais avec les PN, il y a beaucoup plus de décès par suicide, par usure, parce qu'on est au bout du rouleau. Les deux, PN, borderline, sont des personnalités dangereuses. Les deux sont des troubles psychiatriques. Si on croise le regard de quelqu'un que l'on dit fou, de ces personnes l'on est obligé, hélas, de mettre à l'écart de la société, parce qu'une réaction violente peut naître à n'importe quel moment, parce qu'il faudra 5 personnes pour les maîtriser. Quand on croise ce regard, on n'approche pas ces gens-là. Mais on approchera une personnalité PN ou borderline parce que le regard ne le dit pas. La folie, le trouble psychiatrique, n'est pas forcément décelable, mais il existe. Alors il y a des gens qui souffrent de troubles psychiatriques qui ne sont pas dangereux. Et il y a des gens qui souffrent de troubles psychiatriques qui peuvent être dangereux pour les autres. Pervers narcissiques et borderline sont dangereux pour les autres.
Et il y a très peu de temps, j'ai entendu alors des horreurs sur le langage corporel du PN. S'il vous plaît, si vous écoutez ou entendez ce genre de choses, passez tout de suite à côté. Le langage corporel du PN se distingue par une chose simplement, son regard. Mais son regard, regardez bien, est tourné en permanence vers l'extérieur. C'est un regard qui observe. Alors il vous observe. Au début, il vous donne l'impression qu'il vous observe, c'est magnifique, on vous donne de l'importance. Non, il vous observe parce qu'il essaye de voir s'il n'est pas repéré par qui que ce soit. Il est dans une paranoïa totale. C'est un paranoïaque. Il a peur qu'on voit qu'il n'est rien. Si on voit qu'il n'est rien, on peut agir sur lui. On peut voir que de toute façon, il est incapable de se défendre et donc on peut le faire souffrir. Retour à l'histoire du parent. En chacun de nous, il y a un enfant. Chez PN aussi. Donc ce regard est presque fixe vers l'extérieur. Mais si vous le regardez bien, il n'y a pas de regard intérieur. Quand cette personne réfléchit, il n'y a pas ce regard qui s'échappe comme quand on a l'impression les yeux partent loin à l'intérieur de la personne. Observez un PN qui réfléchit. Le regard reste fixe. C'est un cerveau qui calcule. Il ne lâche jamais son contrôle. C'est ça le regard PN. Alors qu'il sourit parce que vous souffrez. Mais il n'en a rien à faire de vous faire souffrir, et les PN le disent. Ce n'est pas vous faire souffrir qui lui fait du bien. C'est simplement se sentir puissant d'avoir une action sur quelqu'un, que ce soit le faire souffrir ou que ce soit le faire rire. PN, c'est tout ça, et c'est simplement ça. Quand on a compris qu'on a affaire à une personne PN, alors il faut passer à l'étape suivante. Courage, fuyant. C'est pas facile, ça prend du temps. Mais on ne peut pas soigner ce trouble psychiatrique, d'abord parce que vous n'êtes pas psy, et ensuite parce que la personnalité PN, ne reconnaissant pas l'autre, ne peut pas interagir avec un psy, échanger avec un psy, et donc guérir. Pour qu'elle guérisse, il faut passer par ce qu'on appelle l'effondrement psychiatrique. C'est psychique, pardon, l'effondrement psychique, c'est tout un cheminement, et c'est rare, très rare, parce qu'il se protège. Cet effondrement, c'est simplement ne plus avoir rien dans l'eau qui puisse montrer autre chose que le vide, se retrouver tellement confronté au vide que la tête disjoncte un bon coup pour faire rétrécir. On va faire très court. Et parfois on les retrouve bien sûr en hôpital psychiatrique parce que c'est insupportable. Et là, parfois, certains PN cherchent la voie de la sortie en essayant de guérir, de trouver une manière d'échapper à leur trouble psychiatrique, à leur psychose. La plupart vont essayer d'échapper à la souffrance qu'ils vivent et donc repartir dans la psychose aussi. Mais ça, vous n'êtes pas le bon Dieu. Vous ne pouvez pas les soigner. Vous avez affaire à quelqu'un qui a un trouble psychiatrique, une maladie psychiatrique grave, quelqu'un qui est dangereux pour votre santé mentale et dans votre vie. Vous n'allez pas être Mère Teresa. Vous pensez à vous. Vous apprenez à vous poser la question de pourquoi vous tout prix sauver l'autre alors que l'autre vous détruit. Et en le faisant, vous commencez à travailler sur vous-même et à vous donner enfin cette première place que vous ne vous êtes jamais réellement donnée. Sinon, vous n'auriez jamais croisé la route d'une personnalité perverse narcissique, voire borderline. Guérir, trouver sa place en soi, trouver sa place dans la vie. Guérir ce qui est une blessure d'enfance, visible ou cachée. S'épanouir. Et se dire après que cette expérience que vous avez vécue, ce traumatisme que vous avez vécu, cet état post-traumatique que vous vivez, parce que comme la victime d'un attentat, comme la victime d'un emprisonnement long avec une torture psychologique, vous êtes dans un état de post-traumatisme. Post-traumatisme, j'ai du mal aujourd'hui, pardonnez-moi. Il faut en sortir, il faut en guérir, mais de là, ce que ça aurait eu comme utilité pour vous, comme sens réel, c'est de vous donner accès à votre vraie vie et donc à votre véritable épanouissement. Voilà, j'espère vous avoir aidé, j'espère ne pas avoir été trop brouillon. Il y a plein d'autres webinaires sur mon YouTube. Allez-y, consultez la chaîne, elle est là pour vous aider, pour vous permettre de comprendre, pour vous permettre d'en sortir. Si vous avez besoin, je consulte
Bien sûr, je consulte en privé, je consulte en visioconférence. Le système est le même que Skype, mais on n'a pas besoin d'avoir d'abonnement. C'est bien parce qu'on se voit, parce qu'on peut être n'importe où dans le monde et on consulte parfois de très loin. Bah oui, le monde est grand et petit à la fois. On se voit, on se parle, on a un vrai contact. Ça a un coût, mais le coût s'ajuste bien sûr quand il y a des difficultés financières. Cet argent va aider une cause qui m'est chère et qui est aider les autistes à être inclus dans la société. Vous m'envoyez un mail, l'adresse s'affiche, vous n'hésitez pas. Évitez de me laisser un mot sur YouTube parce que j'ai pas trop de temps pour regarder. Vous m'envoyez un mail, vous parlez de problème. Si vous avez une simple question, n'hésitez pas à envoyer un mail aussi. Écoutez, réécoutez et vivez pour vous. Enfin, vous en valez bien la peine, largement la peine, n'en doutez jamais. Les grognements de fauve que vous avez pu entendre appartiennent à un petit chien de 5 kilos, une petite chienne qui accompagne ma vie depuis 10 ans et qui avait très certainement vu un chat dehors dans la neige, grosse jalousie. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de fauve sauvage enfermé à la maison. Voilà, je suis désolée pour ces bruitages qui vous ont peut-être perturbé. Je vous dis à bientôt, je vous envoie plein de lumière. N'oubliez pas, vivez. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Au revoir.